suis Youssouf Karieux, je suis directeur général de Pulsar Partners, qui est une société d'investissement. Bon, moi j'aime bien me définir comme étant un enfant de Yopougon. Moi je suis un enfant de Yopougon, j'ai grandi à Ouassakara. J'ai connu plusieurs milieux, je suis un peu caméléon, donc j'ai été à la fois dans les suburbs d'Abidjan, comme on peut dire, et puis j'ai été aussi à l'école à Mermoz, donc j'ai baigné un petit peu aussi dans une classe un petit peu aisée, et donc je connais un petit peu les codes des deux environnements depuis ma petite enfance. Et donc aujourd'hui je dirige un fonds d'investissement qui s'appelle Pulsar Capital Investment, qui investit en immobilier dans la région notamment. Et puis j'ai tout un parcours professionnel, mais bon je vais vous passer les étapes, ça va être trop long sinon. Mon premier déclic entrepreneurial, pour moi, on peut dire que c'est mon père en tant qu'entrepreneur. Mon père, c'est quelqu'un qui est tailleur de formation, qui a toujours entrepris de toute sa vie. Il est parti de chez lui, il avait 12 ans. Donc il est self-made man, comme on les appelle aux États-Unis. Et mon père, c'est avec ses recettes que moi j'ai appris à compter quand j'étais petit. Donc je me souviens à l'époque, on faisait des liasses de 10 000 francs avec ces petites recettes. Et c'est comme ça que moi j'apprends à compter. On s'enfermait dans sa chambre avec l'argent et puis on faisait, donc je l'aidais à faire ses liasses. Moi je suis le dernier d'une fratrie de 5 personnes. Donc je pense que c'est ce qui m'a mis le déclic. Moi j'ai vu mon père entreprendre et il m'a toujours dit que l'entrepreneuriat était quelque chose d'extrêmement valorisant. Toute ma carrière professionnelle, j'ai eu des promotions, etc. J'ai jamais ressenti que ça a eu un impact, j'ai jamais ressenti la fierté de mon père que quand je me suis mis à l'entrepreneuriat. Pourtant j'ai eu une belle carrière, j'ai eu des postes à responsabilité, j'ai commencé très tôt ma carrière et bizarrement, moi j'ai toujours pensé et j'ai toujours su que j'allais entreprendre. Ça a toujours été mon objectif et je pense que ça part de la petite enfance. Alors, moi, au début de ma carrière, mon plus grand défi, c'était les moyens. J'avais pas les moyens. Je suis issu d'une famille qui n'est pas forcément la plus aisée. On n'a jamais manqué de nourriture. On a toujours eu un toit. On a toujours eu quand même on va dire un niveau basique de confort. Mais on n'est pas forcément parmi les plus aisés. Et donc forcément, pendant mes études notamment, moi j'avais ce défi-là des moyens, parce que j'avais plus le soutien financier de mes parents. J'étais seul, avec mes deux sœurs en France, mais c'était plutôt compliqué. Donc mon premier défi, c'était plutôt un défi de moyens. J'étais pressé de finir mes études, commencer à bosser rapidement pour avoir les premiers salaires, parce que c'était très compliqué quand j'étais étudiant. Alors, dans l'entrepreneuriat, oui, on va dire que c'est des défis un peu plus opérationnels que j'ai eu, plus classiques, on va dire. Moi, j'appelle pas ça des défis véritablement. Il y a une différence entre quand tu as du mal à manger et puis quand tu as du mal à recruter. C'est pas la même problématique. Je mets pas les deux sur le même ordre de grandeur, si tu veux. Donc oui, le premier défi, c'est le recrutement, parce que tu es dans un environnement où il y a très peu de ressources humaines suffisamment qualifiées pour ce que tu veux faire. Nous, on est rentré sur un segment d'activité où, à l'époque, en 2016, quand on démarrait, que ce soit sur l'immobilier ou que ce soit sur la gestion de fonds, il y avait très peu de savoir-faire dans la région. C'était très particulier ce qu'on voulait faire aussi. Et donc, oui, le défi des ressources humaines, ça a été pour moi un des premiers défis. Et puis ensuite, le défi de faire comprendre à nos investisseurs ce qu'on voulait faire. Ça a été peut-être le défi principal, mais en amont de l'entreprise. Convaincre les investisseurs, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Quand on n'a pas le background qu'il faut, quand on n'a pas, il faut avoir d'autres outils dans sa manche, on va dire. Ce qui me motive le plus, c'est de regarder l'avenir. Moi, je trouverais ça barbant si je n'avais pas des choses à construire. C'est pour ça que je ne supporte pas le fait d'être dans sa zone de confort. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Quand il n'y a pas des choses qui bougent, quand je ne sens pas des perspectives évoluer, je n'ai pas envie de travailler. J'ai envie de changer. Voilà. Donc moi, ce qui me motive tous les matins, c'est de voir qu'il y a des projets qui vont nous faire passer d'une étape à une autre, etc., etc. Et puis, en vrai, on n'a jamais fini, en fait. Donc moi, le truc de se dire « Ah, je suis arrivé à un niveau », c'est pas quelque chose qui me parle.
Il y a toujours des choses à aller chercher. Déjà, depuis entre 2016 et maintenant, les métiers de l'immobilier et les métiers de l'asset management se sont considérablement transformés. Sur les aspects plutôt techniques, développement immobilier, etc., c'est un secteur qui s'est beaucoup professionnalisé. À l'époque, quand on démarrait sur du haut de gamme, il y avait très peu d'acteurs qui étaient capables de développer du haut de gamme, du vrai haut de gamme aux standards internationaux, etc. Aujourd'hui, il y en a pêle-mêle. Il y a des techniciens aussi qui manquaient. Il y a des techniciens aujourd'hui sur le marché qui se sont formés depuis 2016. Aujourd'hui, c'est facile de trouver de l'expertise immobilière bien formée, qualifiée. C'est plus facile aussi de trouver des matériaux de qualité, des matériaux bien spécifiques. C'est plus facile aussi de partir sur des projets plus complexes. À l'époque, il y a des choses qui étaient complètement impossibles à faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est possible. Donc oui, il y a des choses qui se transforment. Sur les aspects financiers, la finance de marché, le capital investissement est en train de se réinventer. Le régulateur de notre marché comprend la nécessité de faire en sorte qu'il y ait un pont entre notre marché des capitaux régulés et l'immobilier. Nous, c'est ce qu'on a senti depuis le départ. Ce pont-là, il est en train de se construire petit à petit. Donc oui, c'est de bonnes augures. Je pense que à mon avis, ça va être commun à peut-être tous les entrepreneurs. C'est la leçon d'humilité en fait. C'est que quand on démarre son projet, on a des rêves plein la tête. Et puis, bon après, quand on a fait beaucoup de projets comme moi j'en ai fait, on sait que quand on confronte son idée à la réalité, il y a toujours des choses à ajuster. Mais c'est des leçons d'humilité en fait. C'est de se dire, ok, bon, j'ai rêvé ça. J'ai rêvé là, je suis là. Il y a encore des choses à aller chercher. Ça va se faire avec le temps, il ne faut pas bousculer le destin, il faut le construire avec les efforts, avec la hargne, et puis on avance. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans être numérique. On peut pas bâtir une entreprise sans bénéficier de ce que la technologie et le numérique aujourd'hui nous offrent. Aujourd'hui, le numérique et la technologie nous permettent d'être 100 fois plus productifs qu'à l'époque. Et pour moi, tous ceux qui ne font pas de numérique et qui n'intègrent pas la technologie à ce qu'ils font, sont voués à disparaître, tout simplement. Donc nous, autant on fait de l'immobilier, autant on fait de la finance, on fait aussi beaucoup de technologie chez nous. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a une science infuse là-dessus. Moi, je pense que il y a le leadership et puis il y a le management. Moi, je suis plutôt d'une école de leadership par l'exemple. C'est-à-dire que je vais essayer d'accompagner mes équipes et de les inspirer à travers ce que moi-même je vais faire, à travers ce que moi-même je vais penser. Je ne vais pas forcément cacher mes erreurs, je ne vais pas forcément cacher mes faiblesses. Je pense que c'est une erreur de vouloir cacher ses faiblesses et de se faire passer pour quelqu'un de complètement parfait. Non. Je pense que le leadership, c'est d'accompagner les gens à croire au projet qu'on porte soi-même et puis de faire en sorte qu'ils y croient justement tellement qu'ils ont envie de s'engager. Ça, pour moi, c'est le leadership. Et puis, il y a le management. Le management, pour moi, c'est différent. C'est faire en sorte qu'on puisse aller en équipe d'un point A à un point B. Et là, c'est peut-être beaucoup plus rationnel. Le leadership, c'est peu rationnel en réalité. On suit quelqu'un parce qu'on croit en quelque chose, mais tu sais, la croyance, la terminologie même de la croyance, c'est quelque chose de l'ordre du dogme. Donc, en réalité, c'est pas pareil que le management. Le management, on a des KPI, par exemple, qui permettent de mesurer est-ce qu'on est en train d'avancer ou est-ce qu'on est en train de régresser avec son équipe. Donc, le management, c'est différent. Faire en sorte que tes équipes puissent partir d'un point A à un point B, il faut savoir les organiser d'une certaine manière. Il y a une composante de formation, de gestion de ressources humaines, mais surtout, il faut savoir identifier chez chaque membre de ton équipe qu'est-ce qui va lui permettre, qu'est-ce qui va le motiver. Tu m'as posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui me motive tous les matins d'aller au boulot? Il faut savoir l'identifier chez les gens qui bossent pour nous. C'est des salariés, mais ils n'ont pas vocation à le rester toute leur vie. Donc pour les faire bouger d'un point A à un point B, il faut savoir ce qui motive ces équipes et faire en sorte de jouer sur cette fibre-là pour les faire avancer.
Habitude ou rituel qui m'aide, bon, on va dire peut-être qui m'aide à travailler. Bon, moi c'est ma spiritualité, c'est peut-être le plus grand rituel que j'ai. Bon, moi je suis musulman, donc je fais mes 5 prières. On va dire que c'est mon plus grand rituel. Donc forcément j'essaie d'être assez assidu là-dessus, et puis je suis un fervent croyant. Donc, et pour moi le travail et la spiritualité sont liés, donc je lie les deux. Il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup influencé mon parcours. On va dire que la première, c'est mon père. Je le disais tout à l'heure, moi j'ai vu mon père travailler, et à travers l'histoire de mon père et à travers sa manière de travailler et d'entreprendre, je pense que très très tôt j'ai compris que l'école c'était juste un outil. Moi, mon père, il n'est pas allé à l'école. Et honnêtement, il a eu des idées vraiment brillantes à une époque. Et avec le recul, quand j'ai pris en maturité, etc., et que je réfléchissais à son histoire et à son parcours, je me disais, s'il était allé à l'école, il serait 100 fois plus brillant. Mais ça ne l'a pas empêché d'évoluer dans sa vie. Et ça, je pense que j'ai eu la chance de le comprendre très vite. Ça, c'est mon père. Maintenant, dans ma carrière professionnelle, peut-être, alors il y a probablement des gens que personne ne connaît ici qui ont eu de grosses influences sur moi. Mon premier job, moi j'ai fait des études de statistique et économétrie. Mon premier job, c'était en intelligence artificielle. C'était 2006. Et donc je pars à la quête d'un stage, à l'époque, contre l'avis de ma faculté, parce que moi j'ai fait une fac publique en France, et en fait j'étais pas censé aller sur un stage long. Et donc moi je vais voir ma direction, et la direction de ma fac, et je leur dis j'ai envie de faire un stage long, et on me dit non, tu peux pas, parce que la fac, t'as encore des cours, t'as encore des TD, etc., il y a des notes qui doivent passer, et donc j'avais pas le droit. Et je suis quand même parti. Donc j'ai pris des notes catastrophiques sur des TD, j'ai eu des zéros, des trucs comme ça, parce que j'étais en stage. Et celui qui m'a accordé ce stage-là, en intelligence artificielle, qui n'avait rien à voir avec mon CV de l'époque, c'est une personne qui a considérablement influencé ma carrière professionnelle. Je lui conseillerais d'être fougueux. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est vrai, il y a beaucoup de rationnel, il faut bien se préparer, il faut faire ses bilans, il faut faire ses bilans prévisionnels, etc. Il faut prévoir son coût, mais il faut surtout avoir de la fougue. Je pense que la fougue, ça joue pour beaucoup entre le succès et l'échec en entrepreneuriat. Il y a des gens extrêmement bien préparés qui vont échouer parce qu'ils n'ont pas cette fougue, et il y a des gens très peu préparés qui vont réussir parce qu'ils ont cette fougue-là. D'aller chercher le client là où le client a encore même du mal à comprendre son offre. Moi, je pense que la fougue, c'est une des clés. Super. Merci beaucoup, Youssef. Merci à toi.